À l'aube de la nouvelle année, j'ai envie de te poser une question. Dans ton entreprise, est-ce que tu te sens parfois plus occupé que connecté? Tu publies, t'échanges, tu réponds, mais tu sens que le lien pourrait être plus profond, plus vrai. Dans cet épisode, j'accueille Benoît Chalifou, conférencier et expert en soft skills pour jaser de ce choix-là, créer de la connexion dans un monde pressé. Un choix conscient, intentionnel et drôlement pertinent pour entamer la nouvelle année alignée. Ensemble, on parle de ce qui ne s'automatise pas, l'écoute réelle, la curiosité sincère, les demandes de connexion qu'on manque parfois simplement parce qu'on va trop vite. On parle aussi de pourquoi dans un monde saturé de contenu et d'outils, l'humain devient ton plus grand différenciateur. Si tu es solopreneur ou entrepreneur et que tu as envie de commencer l'année en choisissant la relation avant la performance, reste ici, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie, puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur et salut Benoît Chalifou. Je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui. Moi aussi, et j'adore la prémisse de départ à ta couleur parce qu'effectivement, chaque personne a une couleur distinctive dans sa complexité et dans sa beauté. Fait que je trouve ça beau comment tu l'as démarré. Merci. Oui, c'est l'idée derrière le podcast. On est tous uniques, on porte toutes des couleurs uniques et effectivement, merci, c'est bien de le préciser. Puis là, Benoît, pour ceux-là qui te découvrent aujourd'hui, qui savent pas du tout qui tu es, j'ai envie de te faire une petite présentation rapido. Là, tu me diras si ça résonne Vas-y. avec Ben oui. toi. Ben Je me oui. suis amusée à en rédiger une avec ce que je connais de toi. Donc, Cool. tu es un conférencier international dans le domaine des soft skills. Je sais que tu préfères dire compétences humaines. Oui, t'as bien fait tes devoirs. Ouais, hein? Ouais, écoute, on va en reparler plus tard. Dans le domaine de la vente, de la diversité aussi en affaires, moi, je dis souvent pour te présenter que tu es un vulgarisateur de la science, un raconteur d'histoire. Ça me rejoint beaucoup. Un raconteur J'adore. d'histoire qui prône la relation à soi et aux autres. Et ça, c'est une approche qu'on partage d'ailleurs tous les deux. Tu as donné plus de 1000 conférences un peu partout, au Canada, en Afrique, en Europe. Bref, tu passes ta vie à parler d'humains à des humains. C'est C'est comme ça que vrai. je te décrirais. C'est exactement ça. Et je passe ma vie aussi à découvrir, à l'expérimenter, je te dirais. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est pas de parler de l'humain, mais de le découvrir et de l'expérimenter. Parfois, souvent, on m'engage pour parler, tu as raison, mais j'aime me stationner après la conférence, de rester jusqu'à temps que la salle ferme. Je suis toujours celui qui ferme la salle parce que j'expérimente chacune des micro-interactions avec l'autre. Fait que ouais, j'adore comment tu as amené qui je suis d'un point de vue professionnel. Tu sais, tu as donné plein de conférences, mais moi, je t'ai pas toi puis moi, on s'est pas rencontrés dans une salle de conférence. Moi, je t'ai rencontré sur une plage au Nouveau-Brunswick. Tu t'en rappelles pas, hein? Tu t'en rappelles Amène pas? du contexte. J'explique. C'est que on était en vacances, des vacances d'été, estivales. Mon chum, il avait mis ton livre, Être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles, oui. Il avait mis ton livre dans sa valise. Lui, t'avais vu en conférence avec son travail. Finalement, il a amené ton livre,
mais c'est moi qui est tombée dessus. Finalement, c'est moi qui l'ai lu d'une traite en une seule journée. Ce qui m'a frappée, c'est à quel point tu montres que même avec toute la techno puis toute la vitesse, tu sais, ça va vite la vie, hein? C'est encore nos relations, notre empathie, notre façon de communiquer qui font la différence, autant dans nos vies personnelles que dans nos projets d'affaires. Puis ça, moi, j'en suis convaincue à 100% aussi. Donc, comme la plupart des gens qui écoutent le podcast à ta couleur, c'est des solopreneurs, des entrepreneurs qui veulent connecter vraiment plus fort avec leur audience, je trouvais que c'était le sujet parfait pour un épisode de fin d'année. Puis je t'annonce que je vais dire ma cerise sur le Sunday, dernier épisode Oh! de saison 3 2025. Merci. Premièrement, merci d'avoir pris le temps de le lire et de le faire voyager de la sorte. C'est un grand cadeau que tu me fais. Et par ailleurs, je dois dire félicitations aussi d'avoir persévéré dans la création de ce podcast-là. Il faut quand même savoir que 98% des podcasts ne tiennent pas plus d'un an. Fait que je te lève mon chapeau. C'est Merci. tout un travail de persévérance, de travail en amont pour se préparer, etc., organiser les rencontres. Fait que double chapeau. Merci beaucoup. Merci Benoît. Oui, ben c'est mon canal de prédilection je vais dire de connexion. C'est Hmm. vraiment le podcast qui a cet effet-là. J'en suis vraiment fière. Ouais, c'est ça, saison 3. Fait que quand même, on arrive au 50e épisode, tranquillement, tranquillement, pas vite, avec la communauté de la voisine. Fait que je suis bien ben contente, bien fière de ce canot-là. Donc, merci de le souligner. Puis là, j'ai envie de te lancer tout de suite dans le vif du sujet, parce que là, on enregistre à l'aube de 2026 et cet épisode-là est aussi diffusé à l'aube de 2026, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre l'enregistrement et la diffusion. Dans le monde dans lequel on est, Benoît, dans un monde pressé, où tout va vite, qu'est-ce qui te saute aux yeux, toi, en ce moment, dans nos façons de communiquer? Fait qu'on on n'est malheureusement pas nécessairement en pleine conscience par rapport à tout ce qui est déposé par l'autre dans la conversation. Par exemple, tu m'as partagé que tu avais créé un podcast il y a 3 ans et que tu as célébré. C'est une information qui semble banale, mais tu me la déposes. Elle est significative et importante pour toi. Est-ce que je vais avoir la conscience que tu as déposé une information sur laquelle je pourrais créer une connexion ou ça me passe 6 pieds sur terre parce que je suis en train de faire une rencontre sur un sujet X, Y, Z. Tu sais, les entrepreneurs, tous ceux qui sont à leur compte, je trouve que c'est une erreur à l'ère du temps de se limiter à la raison d'être de la rencontre. L'autre est humain et te dépose des parcelles de la personne dans son intimité sans s'en rendre compte. Et je trouve que d'être pleinement dans le moment, c'est de créer un lien à partir de ces choses qui sont déposées, qui ne sont pas la raison d'être de la rencontre, mais qui sont si essentielles pour tisser la confiance de fond qui va faire qu'on va devenir des partenaires d'affaires et non pas pour faire une simple transaction, par exemple. Hmm. Est-ce que ça me fait penser, tu sais, quand je dis qu'on est dans un monde de plus en plus pressé, où ça va vite, avec l'enjeu aussi de l'intelligence artificielle, la montée de l'intelligence artificielle, euh, est-ce que tu penses que ce contexte-là, justement, où on robotise de plus en plus les relations, les conversations, les connexions, est-ce que tu penses que ce contexte-là pourrait être en quelque sorte une opportunité à saisir pour les créateurs de contenu qui sont en quête de connexion humaine? Un peu comme une espèce de... Tu sais, on a eu le retour à la Terre là, durant la pandémie, mais là, un retour à l'humain. Tu sais, je le vois un peu comme ça. Ben oui, à multiples niveaux. Premièrement, il faut quand même savoir que l'ère COVID a fait en sorte que ça nous a bousculé dans nos manières d'être et ça l'a aussi laissé des traces, des cicatrices qui sont pas encore guéries. On a désappris à entrer en relation à l'autre. On a eu aussi beaucoup de traumatismes en lien avec tout ce qui s'est passé. Il y a des jeunes pousses qui étaient au collège, au secondaire,
qui maintenant sont sur le marché du travail, puis qui n'ont pas eu cette capacité d'entrer en relation à l'autre dans un moment si important où ils sont en train de cultiver leur identité, avant même de parler d'intimité, là, leur identité. Fait que pour moi, c'est un terrain très fertile et il y a une urgence d'agir parce que l'intelligence artificielle, comme on la connaît en ce moment, est même capable de dupliquer des trames sonores émotionnelles quand on n'est pas en vigie. On peut penser que l'intelligence artificielle, euh, les technologies les plus avancées, on sait que ça va très vite, ils peuvent même, en service à la clientèle, créer des pistes de connexion parce que Marie-Pierre, tu m'as parlé au départ de la rencontre de ton tournoi de pickleball dimanche, puis l'intelligence artificielle a retenu cette information, puis à la fin de la rencontre, va te dire, bon, tournoi de pickleball. On peut penser que c'est un humain et non. Et donc, si on n'apprend pas dans toutes ses splendeurs et ses profondeurs à créer une véritable connexion à l'autre, on va se faire duper par de l'intelligence artificielle qui réplique, sans le raffinement que l'humain peut le faire, la connexion humaine. Et c'est très dramatique. J'ai jamais eu autant, Marie-Pierre, de gens après une prestation, une conférence, qui viennent me voir et qui me disent, vous m'avez challengé, vous avez remis en question mon meilleur ami. Et là, je leur réponds, mais j'ai jamais voulu faire ça. De quoi vous... Et là, souvent, et je caricature pas, ça m'arrive plus souvent que vous le pensez, là, l'auditoire là, qui nous écoute. On me dit, ben, vous avez remis en question mon psychologue. Je dis, de quoi vous parlez? Ben, mais ChatGPT. Et donc, leurs meilleurs amis, leurs psychologues, leurs thérapeutes, et j'en passe, il y en a beaucoup. C'est l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle écoute tout ce que tu as à dire, te donne des commentaires stimulants, des compliments. Essayez l'exercice, il vous complimente, dit hey, je sais que tu es une intelligence artificielle, ne me complimente pas. Il va dire hey, vous êtes tellement futé, continue à mettre un. Je veux dire, il faut faire très attention à pourquoi on utilise ces plateformes-là et comment on les utilise et qu'est-ce qu'on dépose là. Et retourner à la source de la véritable connexion de l'autre, que ce soit en format virtuel comme on l'est en ce moment ou dans nos rencontres quotidiennes, dans n'importe quel cadre. Là, j'ai envie de réagir là, à plein d'affaires que tu as dit. Je trouve ça fascinant. Premièrement, la complaisance. La complaisance de l'intelligence artificielle. Bon, on a parlé de ChatGPT. Cette complaisance-là qui va toujours aller dans le sens de ce qu'on va lui apporter, tu sais, toujours en nous flattant dans le sens du poil, là, Oui. je dis ça comme ça, effectivement. Puis je trouve on est loin d'une relation avec l'autre, là, tu sais, on s'entend, on parle à un robot. C'est comme si on pourrait dire qu'on est en relation avec soi-même seulement, dans le sens où on parle avec nous-mêmes finalement, là, tu sais. Ben, bien sûr, Puis et ça c'est peut... correct pour faire des introspections, Marie-Pierre, l'intelligence artificielle. Tu peux, par exemple, je te donne un exemple. Mettons, je veux réfléchir sur le design d'un atelier que je veux faire. Je veux dire, écoutez, je suis en train de réfléchir à telle chose. J'aimerais que tu puisses stimuler les réflexions que j'ai peut-être pas envisagées sur tel sujet. Pourrais-tu me lancer plusieurs pistes de questions ou de réflexions? C'est une belle manière louable d'utiliser une intelligence artificielle pour amplifier tes idées, amener des réflexions plus profondes. Mais l'intelligence artificielle ne devrait pas faire les réflexions pour toi, au même titre que l'intelligence artificielle ne devrait pas créer de connexion avec toi. Devrait stimuler des pistes de connexion que tu peux envisager avec des gens. Mais c'est vraiment la manière de Ouais, l'utiliser. tout à fait. Et aujourd'hui, les neuroscientifiques les plus... tu parles de vulgarisation scientifique, je suis content que tu le nommes parce que moi, c'est ce que je veux faire. Je veux être utile et je veux vulgariser la science d'une manière habile et utilitaire dans un cadre professionnel. Et Wendy Suzuki, une grande neuroscientifique, elle a été en entrevue dernièrement. On lui a posé une question très bébête. On lui disait, c'est quoi que les jeunes pousses qui rentrent au marché du travail devraient apprendre? Et elle a dit, ben, je pense pas apprendre, mais réapprendre. Et elle a dit, talk to strangers. Apprendre à parler à des étrangers. On est rendu là. On n'est plus capable d'entamer un lien à partir de rien parce qu'on se pratique pas. Parce que quand on est au Tim Hortons, on préfère payer avec notre téléphone que de stimuler une conversation singulière qui va laisser des traces. Ça va prendre 45 secondes.
mais ça va nous apporter beaucoup et ça va apporter beaucoup à l'autre. Il faut le réapprendre et l'expérimenter, puis je vais le dire souvent aujourd'hui, l'expérimenter dans n'importe quelle interaction, aussi banale soit-elle, parce que plus qu'on pratique un muscle, dans l'occurrence le muscle de la connexion, plus qu'on devient bon à stimuler une connexion à partir de rien. Et donc, il n'y a rien de mieux que la pratique et les essais et les erreurs pour maîtriser une nouvelle compétence. Plein de choses intéressantes dans ce que tu dis, Benoît. Je veux juste revenir au fait que dans notre utilisation de l'intelligence artificielle, tu disais, c'est la façon qu'on l'utilise, dans le fond, qui est comme à Oui, revoir ou à parfaire ou à être conscient, à avoir peut-être cet esprit critique-là aussi de l'outil, comment ça fonctionne. Tu sais, je le vois un peu comme l'utiliser comme l'avocat du diable pour faire voir nos angles morts. oui. Parce que sinon, c'est facile de tomber dans une chambre d'écho, c'est-à-dire de rester avec nos pensées. Ben, ça s'est accéléré. Ça vient juste confirmer notre prise de position. Donc, et l'intelligence artificielle se nourrit de tes propos et de tes réflexions pour te stimuler à l'utiliser davantage. Donc, il faut être en vigie, mais je vais vraiment dire quelque chose que je crois fortement. Un être humain qui n'est pas intéressé à ces outils d'intelligence artificielle et qui n'est pas intéressé à s'outiller pour être mieux formé et équipé pour bien l'utiliser, va être remplacé par quelqu'un qui l'utilise convenablement. Le mot convenablement est important. Et donc, on ne peut pas faire l'autruche et dire que ça n'existe pas. Il faut être conscient que ça existe et savoir comment l'utiliser et d'être aguerri au point de vigilance. Euh, mais c'est fondamental de copiloter cette technologie qui va révolutionner à une vitesse phénoménale qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et c'est pour ça que je suis très heureux, Marie-Pierre, d'être dans le domaine où je suis, la connexion humaine, parce que s'il y a quelque chose qui va vraiment être au cœur du succès, et peu importe ce qu'on définit comme étant le succès, là, la pérennité, tiens, d'une organisation, d'une entité, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est bien la connexion humaine. Ben, c'est pour ça que tantôt je te disais, vois-tu ça comme une opportunité? Parce que dans ce monde, justement, où cette intelligence artificielle-là prend de plus en plus de terrain, moi, je le vois comme une opportunité à saisir, à se rendre compte qu'on, tu sais, quand on est menacé, on dirait qu'on revient à la source en disant, ça, on veut pas le perdre. Ben, cette connexion humaine-là, moi, je le vois comme si elle était à quelque part menacée et qu'on devait revenir, si on veut, à cette base-là, à cette fondation-là. Tu as dit quelque chose d'intéressant aussi par rapport au fait que l'intelligence artificielle peut parfois aller enregistrer, si on veut, des choses que l'autre personne a dites dans une conversation pour pouvoir l'utiliser ensuite pour finaliser une discussion. Tu sais, quand tu disais, hey, bon tournoi de. Bon. Oui, bien sûr. Bien, ça, c'est parce que ça a été un démo de Microsoft qui ont démontré leur intelligence artificielle agentique, qui avait démontré un démo avec un client qui parlait d'une plante. Puis il y a des gens qui l'ont peut-être entendu. Puis il dépose juste l'histoire de pickleball. Puis l'intelligence artificielle finit le service à la clientèle en souhaitant un tournoi de pickleball. C'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple, ça m'avait frappé. Parce que même l'humain en service à la clientèle ne le fait pas. Je sais pas si tu comprends où est-ce qu'on est là. Je comprends, mais justement, tu penses-tu que ça nous rend, l'humain, là, ça nous rend plus paresseux dans. Parce que là, il y a une question d'écoute, là. Il y a une question d'écoute dans ce qu'on parle, c'est-à-dire de saisir ce que l'autre personne va nous dire, puis après ça, le rebondir ou l'utiliser ensuite pour parfaire cette connexion-là. Est-ce qu'on devient de plus en plus paresseux avec tous les outils Bien qui nous sont sûr. proposés pour retenir l'info, la rebrasser? On est de plus en plus, il y a deux. Ben, premièrement, il faut que je te dise, tu as parlé de crise tantôt. Tu sais, dans les moments de crise, il y a des opportunités et le mot crise en mandarin, même symbole, et opportunité, pour montrer à quel point. Après, c'est ceux qui vont, tu sais, qui vont confronter cette adversité pour développer les compétences nécessaires et les compétences humaines, comme j'aime les appeler, ou habiletés relationnelles, c'est un cœur essentiel, peu importe quel métier. Les gens qui font de la programmation, disent pourquoi? Ben parce que tu programmes quoi? Une solution pour le client. Il faut bien que tu sois en résonance avec le client pour être capable de bien programmer et ainsi de suite, dans n'importe quelle thématique. Donc, crise opportunité, les compétences humaines sont vraiment la voie de passage essentielle, peu importe le métier. Et aujourd'hui,
Oui, parce que ce que tu viens de me poser comme question, ça me fait réfléchir à, on est de plus en plus paresseux, on est de moins en moins analytique. Forum économique mondial mettant en lumière les compétences du futur, ils le font à chaque année. Cette année, en 2025, la première, c'est la pensée analytique. Pourquoi? Parce qu'on sous-traite notre analyse à l'intelligence artificielle au lieu de lui demander de nous étaler un maximum de paramètres et d'angles morts qu'on aurait peut-être et qu'on n'a pas envisagé. Donc, c'est important de savoir que, puis il y a deux choses qui me viennent en tête, les travaux de Sonia Lupien qui parlent de l'attention fragmentée et du manque du travail en profondeur et qu'on est dans l'instantané. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut accéder à une information immédiate, sans réflexion, sans analyse. Donc, on est dans ça. Donc, c'est de savoir nos angles morts, le téléphone, toutes ces choses-là, les réseaux sociaux. Si tu veux faire du travail en profondeur, éloigne-toi de ça, connais tes angles morts. Moi, je prends des notes parce que je sais que des fois, je peux perdre le fil, se connaître, puis stimuler. Qu'est-ce que tu peux faire pour stimuler le travail en profondeur? Et la deuxième chose, je vais citer les travaux de Daniel Kahneman, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est un psychologue qui a gagné le prix Nobel d'économie, qui parlait du système 1, système 2. Le système 1 étant très intuitif, émotionnel, rapide, qui est vraiment à l'ère du temps, celui qu'on active beaucoup. Moi, je l'appelle le lapin. Puis le système 2, qui nous permet d'avoir une meilleure logique, de meilleures perspectives, il l'appelle le système 2. Moi, je l'appelle la tortue. Elle est plus lente, plus analytique, plus logique, mais elle demande beaucoup plus de jus cérébral cognitif. Puis à l'ère du temps où tout est dans l'instantané, on est juste en mode lapin intuitif, rapide et émotionnel. Et on n'est plus capable d'activer notre tortue qui est plus lente, plus analytique, parce qu'elle tire bien du jus. Puis comme on la pratique, on l'active jamais, ben on n'y a plus accès. Fait qu'il faut réapprendre à prendre des moments d'arrêt, de réflexion, réapprendre à prendre un livre et à le lire peut-être un chapitre complet sans interruption, d'apprendre à éviter de répondre à 26 courriels puis penser qu'on est productif et dire, de prendre mes courriels à un temps précis dans la journée, puis le restant du temps, je vais faire quelque chose de plus analytique et productif. Fait que fait que Système 1, Système 2, c'est un livre que je recommande à tout le monde à l'ère du temps, de Daniel Kahneman. Je le mettrai dans les notes d'épisode, Benoît, toutes les mentions. Fait que c'est ça, c'est de se pratiquer à être pleinement dans le moment et d'être confortable, euh, de faire quelque chose qui nécessite beaucoup plus d'attention et d'énergie cérébrale. euh, et on est en train de perdre ce muscle. Là, tu réponds à ma question, c'est quoi concrètement choisir la connexion quand on manque de temps dans ce contexte-là? Tu viens d'y répondre, puis ce que j'aime dans ce que tu as dit aussi, tu as nommé deux choses, là. Tu as nommé la recherche de profondeur, tu as parlé aussi de connaissance de soi. Et ça, c'est deux, deux thématiques qui me parlent énormément, que j'aborde beaucoup aussi avec la voisine dans mon contenu, dans mes accompagnements. Cette recherche de profondeur-là qui se trouve dans une certaine lenteur, d'accepter cette certaine lenteur-là. Et moi, je trouve que la connaissance de soi est une solution pour apprendre à mieux connecter, premièrement, d'abord avec soi-même, là, connexion à soi, et pour être en mesure de mieux connecter aussi avec les autres. Donc, quand tu parles de connaissance de soi puis de profondeur, ça résonne énormément, énormément avec moi. Le travail en profondeur, je parlais des travaux de Sonia Lupien, mais on peut transposer ça sur la connexion profonde. Parce qu'une personne qui est juste en mode lapin avec une autre personne va être dans du small talk insignifiant, il fait beau, hein? Une personne qui est capable d'activer la tortue aussi dans son rapport à l'autre, c'est pas juste pour faire du travail en profondeur sur un sujet X, Y, Z ou un projet, c'est aussi pour avoir cette capacité de créer des connexions significatives avec l'autre. Et ça passe par être en pleine conscience, d'accueillir ce que l'autre te dépose et d'être capable de stimuler une conversation plus significative qui va laisser des traces mémorables. Les travaux sont très unanimes là-dessus sur les conversations profondes. Les gens sont prêts beaucoup plus rapidement qu'on le pense d'aller en profondeur avec l'autre. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont démontré que c'est encore plus facile avec un inconnu.
parce qu'il n'y a pas la charge de la responsabilité. Puis quand tu côtoies un client, c'est ça, c'est une personne que tu connais pas avant de la connaître et les gens sont prêts à te déposer des choses tellement profondes si tu es capable d'accueillir ce qui te dépose et si tu es capable d'activer un muscle qui est mon préféré, qui est la curiosité radicale. Cette capacité à amener la conversation un peu plus haut, un peu plus loin, et qu'après 22 minutes, c'est la première fois que je partage tout ça à quelqu'un, je ne sais pas comment on est arrivé là. C'est parce que tu étais sincèrement curieux, puis que tu as accompagné par l'autre personne avec ce qu'il te déposait. Un peu comme ce que nos enfants font si bien. Cette Mhm. curiosité infantile où ils ont pas de malaise à aller dans une profondeur. Ils sont inconscients parfois, ils te posent des questions franchement troublantes, mais tellement pertinentes et significatives. Dans le contexte où je m'adresse, tu sais, à des entrepreneurs, à des solopreneurs qui font de l'accompagnement, qui offrent leurs services en ligne, puis qui ont ce désir-là de connecter plus profondément, émotionnellement avec leur audience. Toi, là, à quoi tu reconnais une entreprise, une marque, une personne qui crée des vrais liens là, authentiques versus une présence qui est plus, disons, performante, mais froide? Y a-tu des indices sur lesquels on peut Ben, c'est s'arrêter? sûr que le cœur de ça, c'est un mot que j'affectionne particulièrement qui, malheureusement, est interprété d'une manière péjorative, toujours négativement, parce qu'à la radio ou à la télé, on utilise toujours ce mot-là d'une manière un peu négative. As-tu une idée de quel mot je parle? Authenticité, Ben, non? Ah, c'est-à-dire derrière l'authenticité se cache la la vulnérabilité. Donc, tu as vulnérabilité. tout à fait raison. Au cœur de l'authenticité, c'est se connaître et d'être capable, parce qu'on se connaît, de se dévoiler, d'être vulnérable. Donc, quand il y a du storytelling très fort derrière un produit ou un service ou un entrepreneur, quand ça fonctionne, quand il y a une véritable connexion, c'est parce qu'il y a eu un moment d'authenticité slash de vulnérabilité. Et la vulnérabilité, on pense que c'est quelque chose de faible à une personne dans une situation vulnérable, un contexte économique vulnérable, un système de santé vulnérable. Ça ne donne pas envie. Mais quand on regarde qu'est-ce que la vulnérabilité, on se rend compte rapidement que c'est le meilleur allié de la confiance entre une personne et une entité, entre une personne et un auditoire, entre une personne et une autre personne, entre une personne et son client, collaborateur, collaboratrice. C'est le meilleur ami de la confiance. Et la vulnérabilité, c'est un petit peu comme le tango. Ça se fait à deux ou à plusieurs. Et chaque fois que quelqu'un va faire un pas, il va avoir un pas qui va se faire à son tour. Et chacun va déterminer son intensité de ce pas et chacun son rythme. Ça change rien si toi, tu te montres extrêmement vulnérable envers moi et que moi, je fais un petit pas plus modeste. On va arriver à une conclusion, on va s'être fait confiance davantage. Euh, mais la vulnérabilité, c'est cette capacité de se livrer, un peu soit-il, un pas à la fois, tout en établissant des frontières. Ce que je vais te dire à toi, je vais peut-être pas être confortable de le dire à un autre. Et ça détermine ton degré de confiance. Et c'est pas nécessairement, Marie-Pierre, dans un cadre professionnel, de dire, de mettre mon intimité d'une manière, À tu nu, sais, là. ouais, non. C'est dans un cadre qui nous regarde avec les frontières que j'ai su mettre entre toi et moi. Te demander, j'ai besoin d'aide est un exemple extrêmement puissant de marque de vulnérabilité qui va tisser la confiance. Ou te dire, au lieu d'être complaisant avec un client qui dit qu'il est en désaccord avec toi, puis d'être complaisant, puis de dire, bah, OK, tu es capable de dire, ben écoute, sur ton respect, je me permets de te dire que je suis en désaccord et voici pourquoi. C'est très vulnérable. Demander du feedback à l'autre, c'est très vulnérable. Créer une connexion inattendue avec une personne pour laquelle tu étais supposé te parler d'un produit ou d'un service, c'est extrêmement vulnérable et puissant. Je peux vous en donner encore et encore. J'ai envie, là, moi, quand tu parles de vulnérabilité, je pense beaucoup à Brené Brown, Entre autres, que j'aime énormément.
j'ai lu plusieurs de ses livres, je la trouve fascinante. Puis elle, Brené, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast d'elle, elle a une définition de la vulnérabilité que j'aime beaucoup. Elle dit la vulnérabilité, être vulnérable, c'est avoir le courage de dire ou de faire une action sans garantie de résultat. Bon, là, Oui. je le cite dans mes mots, mais c'est un acte de courage, cette vulnérabilité-là. Ouais, de faire ou Ah de oui, dire quelque chose sans ben, aucune garantie. C'est un grand risque, ouais, en fait, sans attendre. finalement. Ouais. Mais le mot courage, pour moi, sa définition du mot courage, c'est la peur en action. Dans le fond, c'est d'activer la peur. C'est pour moi le geste le plus courageux. Mais j'aime beaucoup la définition de l'authenticité que souvent je décortique en conférence, hein. L'authenticité, c'est cultiver le courage d'être imparfait. Donc, c'est cette première ligne. Cultiver le courage d'être imparfait, c'est-à-dire d'être confortable dans les essais et les erreurs, oser prendre des risques et se tromper, c'est-à-dire à ressentir les émotions aussi désagréables et agréables soient-elles, au lieu de les fuir. C'est-à-dire, la personne qui cultive l'imperfection est aussi quelqu'un qui est très confortable avec le concept d'optimalisme et non pas de perfectionnisme. C'est-à-dire qu'il est capable de dire j'ai des capacités journalières, j'ai un budget limité, des staffs limités, j'ai un timeline limité et je ne serai pas dans le perfectionnisme. Être authentique, c'est d'être dans l'optimalisme aussi. C'est une, euh, c'est une voie de passage importante. Ça, c'est la première ligne de la définition, là. Cultiver le courage d'être imparfait. Je voulais juste donner quelques exemples. Parce qu'il y en a qui vont se reconnaître comme étant perfectionnistes. On ne devrait pas. Personne n'a... Ben voilà. Ben, écoute, je me pointe parce que c'est drôle que tu abordes ça, parce que c'est un sujet que mon Dieu, que j'aborde tellement souvent dans tout mon contenu, en disant que je suis, là, je peux même dire, Benoît, je suis même fière de dire que je suis une ex-perfectionniste parce que j'ai travaillé, ouais, je suis une ex-perfectionniste. Ça fait pas si longtemps que j'ose le dire, mais là, je me sens confortable de le dire parce que j'ai travaillé énormément là-dessus, cette recherche de perfection-là, qui, dans mon cas, me faisait procrastiner. Me faisait beaucoup, beaucoup procrastiner des lancements, bref. Et j'en ai pris conscience, j'ai mis le doigt dessus et j'ai mis toutes sortes de solutions en place pour être en mesure de passer par-dessus et d'embrasser, je vais dire ça, d'embrasser l'imperfection. Écoute, c'est pas toujours parfait, mais justement, d'embrasser cette imperfection-là. Et je me sens tellement mieux depuis. C'est fou, hein, à quel point, justement, quand tu dis le courage, c'est comme Ouais, tu ben viens c'est d'y un aller. courage. Oui. Ah oui, c'est du courage, Il y mais en je a me qui... sens mieux, là, comme si on avait passé la ligne de friction, là, tu sais. Puis l'année 2024, mon mantra, c'était mieux vaut fait que parfait. Alors là, on remonte à, ouais, mieux vaut fait que parfait. Donc, embrasser cette imperfection-là. Et depuis que je le fais, je vois l'impact sur moi, mais sur les autres aussi, Ben, qui reçoivent, ben là, tu sais. oui, puis ça accueille l'imperfection aussi. Tu sais, le perfectionniste tue au travail quand même la créativité, l'innovation et l'amélioration continue. Parce qu'un perfectionniste ne veut pas essayer de nouvelles choses. Fait que ça, c'est juste la première ligne de la belle définition. Cultiver le courage d'être imparfait. Parce qu'il y a beaucoup de perfectionnisme qui, malheureusement, manquent des opportunités par peur d'échouer ou par peur de ressentir des émotions désagréables. Exactement. Et, Ouais, et, et là, il y a des gens, ouais, optimaliste. Moi, je dis, OK, si tu n'aimes pas le mot optimaliste, pour moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est de viser l'excellence journalière. Parce que l'excellence journalière n'est pas la même d'une journée à l'autre. Tu n'as pas les mêmes capacités, tu n'as pas eu les mêmes nuits de sommeil, tu n'as pas les mêmes journées de travail. Bon. Fait que l'optimaliste ou l'excellence journalière. La deuxième ligne de la définition de l'authenticité, c'est d'établir ses frontières. Et une fois qu'on a compris que l'imperfection, c'est dans la nature humaine, puis que vaut mieux faire que parfait, j'adore, ben, établir des frontières, c'est d'être capable de dire c'est quoi mes frontières avec l'autre et c'est quoi mes non négociables avec moi-même. C'est aussi d'avoir du courage managérial envers soi-même et envers les autres. C'est aussi de savoir dire non puis d'expliquer pourquoi, surtout, je dirais. Tous ces exemples-là sont dans la deuxième euh, ligne de la définition de mmh. l'authenticité, établir ses frontières. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça devient très important dans le monde de l'instantané.
C'est des compétences clés. Ben Fait que oui. ouais, tout à Et fait. finalement, se permettre d'être vulnérable. Mhm. Parce qu'une fois que tu as fait un travail de connaissance de soi, d'introspection, tu connais tes valeurs, tes non négociables. Dans le fond, établir des frontières, c'est tes non négociables, tes principes, tes valeurs. Ben, c'est beaucoup plus facile de s'assumer dans sa vulnérabilité profondément Ah oui. avec l'autre et avec soi-même. D'aller à la rencontre de sa plus grande noirceur et aller à la rencontre de ses plus grands. En fait, Lumière. la vulnérabilité, c'est les moments les plus significatifs de nos vies, je trouve. Des fois, il y en a qui vont manquer ces moments les plus significatifs parce qu'ils sont pas prêts à déposer les masques. J'aime que tout ce que tu nommes, Benoît, en fait, dans mon univers à moi, j'appelle ça des pépites de connexion. La voisine, c'est comme une archéologue, hein, qui, non pas avec sa truelle, là, mais c'est-à-dire qu'elle part à la recherche des pépites de connexion que les humains portent en eux. Tu as nommé les valeurs, ça en est. Tu as parlé de vulnérabilité dans les moments significatifs, que ce soit le bouleversement, hein, ou l'épiphanie. Ce sont des moments significatifs, des grandes prises de conscience. Puis tu sais, on associe souvent le bouleversement avec quelque chose de tellement dramatique et grave, mais il y a des bouleversements heureux et positifs qui changent des vies aussi, faut pas l'oublier, parce que on associe souvent, je sais pas si toi, tu as entendu ça, mais la vulnérabilité avec quelque chose de négatif, de dramatique, Ben oui, c'est ça qu'on tu sais? parlait tantôt, là. Ben oui, alors Situation que vulnérable, contexte économique vulnérable. ouais, les médias l'ont dépeint avec cette image-là. Moi, quand j'accompagne des entrepreneurs à la recherche de ces pépites de connexion-là, on associe justement le bouleversement à vulnérabilité dramatique, comme s'il fallait jouer du violon, ouvrir les valves, se rouler en petite boule dans un coin, alors que effectivement, cette vulnérabilité-là est beaucoup plus subtile en nuances. En Je fait, trouve que c'est ça fait que, partie d'une des belles pépites de connexion humaine. ouais, puis les moments, c'est significatif. C'est-à-dire que chaque interaction avec quelqu'un, si tu es prêt à te montrer un peu, soit-il vulnérable avec l'autre, ça va être des moments significatifs. Et donc, un moment banal peut se traduire par une interaction significative ou transactionnelle. Ça dépend de comment tu vas jauger avec ce que l'autre te dépose. Ça, c'est vraiment un gros sujet parce que derrière chaque interaction, on peut cueillir un petit rayon de soleil, le temps d'un instant, si on est connecté à l'autre. Et parfois, plus qu'on l'expérimente dans chacune de nos interactions quotidiennes, souvent, on va avoir le merveilleux bonheur de ne pas vivre un rayon de soleil, mais plutôt une véritable pépite d'or, comme tu l'appelles. Moi, je l'appelle un coucher de soleil. C'est-à-dire un moment banal qui, parce que tu as entré en relation à l'autre, tu as vécu quelque chose d'extrêmement significatif avec un inconnu ou avec quelqu'un que tu connais, le temps d'un instant. Hmm. Puis, tu sais, je pense aux entrepreneurs qui ont le rôle de créateur de contenu, publier du contenu, que ce soit sur les médias sociaux, peu importe quel autre canal numérique. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui publie beaucoup, là, qui publie, mais qui a l'impression de parler dans le vide, que ça lève pas, qu'est-ce que... Moi, je l'entends souvent, hein. Tu sais, Ouais, Caroline, ben moi, il y a du il y a contenu, il quelques y a règles rien. de base, là, puis il n'y a rien de scientifique derrière. Moi, je l'ai expérimenté. Je publie 2 fois par semaine sur LinkedIn depuis des années. Première règle de base, je ne parle jamais de mes produits ou de mes services. J'ai horreur de ça. Les gens n'ont rien à secouer. C'est un peu brutal, là, mais les gens n'ont rien à secouer de tes produits ou de tes services tant que tu n'as pas créé une connexion avec ton auditoire. Fait que ça, c'est la 100%. première règle de base. Et la deuxième rentre en connexion avec l'autre par soit du contenu éducatif, c'est-à-dire que quelqu'un va apprendre quelque chose de ce que tu as à partager, donc soit utile. Et le plus beau cocktail, c'est quand que tu rallies émotion et utilité en créant des histoires. Et moi, je vais te dire, les créations de contenu qui ont eu le plus d'impact, c'est quand j'ai réussi à décortiquer quelque chose de banal dans un quotidien et que j'ai vécu une véritable pépite d'or et que je l'écris, je le mets par écrit. Quand tu racontes Et des histoires. parce que là, tu crées une connexion avec l'autre par une histoire accessible à ton public dans laquelle tu as vécu des émotions
et en plus, tu es capable d'y mettre un cadre utilitaire. Donc, là, tu as vraiment le cocktail pour créer un contenu viral. Et on le sent aujourd'hui si tu utilises ChatGPT pour qu'il te l'écrive versus tu l'utilises pour peut-être qu'il te raffine ou qu'il t'élargisse une perspective ou juste en début pour réfléchir un peu plus haut, un peu plus loin à ce que tu vas écrire. Mais plus que tu vas le personnaliser, que tu vas apporter du storytelling qui va créer des émotions et que tu es même capable d'amener le côté éducatif à la chose utile, et ma règle de base, c'est de jamais parler de ton produit ou de ton service. 100%. 100%. J'adore à ce que tu dis, puis tu parles des émotions. Tu sais, ça me fait penser, on m'a déjà posé la question, quel était mon processus de contenu, de création de contenu, comment je m'y prenais, tout ça, dans un autre podcast. Je salue Francis Jeté avec le Social Show qui m'a posé cette question-là. Puis moi, j'y avais dit, ben écoute, moi, la première question que je me pose quand je crée du contenu, c'est toujours quelle émotion je veux faire ressentir à l'autre, finalement, à la personne qui va me lire, qui va m'écouter, qui va me voir, avec quoi je veux qu'elle reparte, tu sais. Et ça, ça semble être un peu curieux dans le domaine de la création de contenu quand j'amène ce point-là de dire comment on veut faire ressentir l'autre et on part là-dessus, tu sais, c'est-à-dire que c'est comme notre élan de départ. Moi, je me pose toujours ça pour mon contenu, pour la voisine ou pour le contenu que j'ai créé pour des clients. Ça me fait penser à une citation, Benoît, qu'on aime bien tous les deux. Je dis ça parce que c'est ce qui m'a convaincu Ben que oui, que de ton Maya livre était le livre Angelou, que je là. devais lire, là, de Maya Angelou. Ben oui, parce que quand j'ai ouvert ton livre sur la plage au Nouveau-Brunswick, on revient à l'anecdote du départ, et que j'ai vu la citation de Maya Angelou, les gens ne se rappelleront pas ce que tu as dit ou ce que tu as fait, mais ils vont toujours se rappeler de ce que tu les as fait De la ressentir, manière que le tu les as fait pouvoir ressentir. d'émotion, tout à fait. Beau temps, Puis, mauvais temps. Le ressenti. Ça, c'est une grande dame, hein? C'est une dame qui avait, elle a écrit ça dans un tout autre contexte. Ça rentrait dans un autobus, puis elle savait pas si elle allait revenir à l'ère de la ségrégation raciale. On était dans un autre contexte, mais il demeure pas moins dans nos contextes quotidiens. N'importe quelle interaction, aussi banale soit-elle, peut se transformer en une véritable pépite d'art qui va nous habiter mutuellement pendant longtemps. J'ai un bel exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ben, moi, j'explore toujours ces choses-là parce que souvent, si on peut pas dire je vais devenir bon en relation client, en télétravail, en virtuel, si on n'est pas bon dans la réalité au quotidien. Tu peux pas, je veux dire, il faut être capable d'expérimenter dans le granulaire, dans chacune de nos interactions, aussi banales soient-elles, cette capacité à rentrer en relation. Et donc, quand tu vas être en relation d'affaires, mais ça va être bien plus facile parce que tu auras cultivé ce muscle. C'est de la pratique, c'est de l'expérimentation. Et plus que tu l'expérimentes, comme je disais tantôt, la plupart du temps, ça va laisser des traces d'un petit rayon de soleil où on va finir la conversation ou l'entretien d'une manière très agréable. Mais comme je l'ai dit, parfois avec un inconnu, que tu es supposé de faire une simple transaction, tu vas cueillir une pépite d'or qui va t'habiter pendant longtemps. J'en ai eu un très bel exemple, OK? Je vais te donner cet exemple-là. Je change de nettoyeur parce que mon nettoyeur a pris leur retraite. C'est un couple, fait que je devais me trouver un nouveau nettoyeur. Fait que je m'en vais à un autre nettoyeur à côté de la maison, puis je me présente, c'est un jeudi. Je vois la personne qui est d'origine égyptienne. Moi, j'ai toujours aimé les cultures, pas juste pour les stéréotypes, surtout pas, mais pour découvrir la complexité et la beauté d'une culture. On se rend compte que plus qu'on découvre, plus qu'il y a à découvrir. Fait que je vois qu'elle est d'origine égyptienne rapidement, je connecte, nanana, et je dis, je vais venir chercher mon truc samedi. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, là. Et donc, samedi matin, j'ai mon petit papier rose, mais je vois pas la personne. À l'accueil, il n'y a personne. Donc, je vois la vapeur au loin, puis je vois une tête grise. Je vois, c'est pas la même personne. Donc, je crie, mais il n'y a personne qui me répond. Fait que je m'en vais en arrière avec mon petit papier rose. Je me faufile. Et là, la personne me regarde. Mi-soixantaine, un homme. Et donc, il me regarde, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ah, ben, c'est parce que je criais. Et donc, il prend mon papier rose. Ah, je viens de le faire. Il n'y avait même pas le plastique encore. Fait qu'il arrive en avant. Je dis, c'est quoi votre nom? Il me dit, il me dit, c'est quoi son nom? Yvan. Je dis, ah, Yvan, ça fait longtemps que vous travaillez ici. Il me dit, non, non, il dit, on est partenaire d'affaires avec celle que vous avez rencontrée jeudi, mais j'en avais d'autres avant nettoyeur, mais j'ai dû vendre le dernier parce que ma femme était malade.
N'importe quelle interaction, comme je le disais tantôt, on te dépose ce que j'appelle des demandes de connexion. Inconsciente ou consciente. Mais moi, quand il me dit parce que ma femme était malade, tu comprendras que Arrête pas dans là. le métier, ben non, mais dans le métier que, Merci beaucoup. À la ben, prochaine. Passez une bonne mais la journée. plupart Mhm. auraient zappé ça parce qu'ils, Ouais. c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Que ça, Mhm. c'était une belle demande de connexion très profonde à la 22e seconde de notre interaction. Fait que vous comprendrez. Moi, j'ai juste dit, comment va votre femme? J'aurais pu aller avec d'autres, mais j'ai juste dit, et il me répond, parlez-moi-en pas, elle a du cancer partout. Même les oncologues ne savent pas pourquoi elle est encore vivante. Là, tu comprendras que moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est ça le truc. C'est quand on va aller dans une conversation avec l'autre, il faut quand même être prêt de comprendre que les lunettes, c'est pas toujours rose. Puis la vie, c'est comme ça. Et donc, il me le dépose. Tout ce que j'arrive à lui demander, c'est vous, comment vous prenez ça? Et il me regarde, et je te mens pas, là. C'est arrivé exactement comme ça. Il me dit, à chaque fois que je quitte le nettoyeur, j'ose espérer la retrouver vivante. Hey, c'est puissant. Ça, c'est un exemple, Marie-Pierre, de pépite d'or, de, de moments très précieux qui va t'habiter très longtemps. C'est intéressant parce que j'ai payé, puis là, j'ai juste demandé, parce que je suis assez curieux, j'ai juste dit, est-ce que vous avez déjà partagé ça à quelqu'un, client les plus fidèles? Il m'a dit, bien sûr que non. Puis, puis j'ai dit, mais pourquoi vous me l'avez partagé? Ben, il dit, parce que vous avez le don de poser des questions. Il m'a demandé si j'étais psychiatre. J'ai dit non. Mais c'est intéressant parce que avant de se quitter, cette journée-là, il m'a dit, ça me fait du bien. Et quand on se revoit, on se connaît pas beaucoup, mais on se connaît. Et Mm. on a été à un moment précis, dans un moment de connexion très profond. C'est ces pépites d'or que je parlais. Ça arrive pas souvent à Marie-Pierre. Puis là, les gens qui nous écoutent disent, ah, il est intense. C'est pas là où je vais aller. Je veux juste des fois, c'est un petit rayon de soleil, mais on ne connaît pas la réalité de l'autre. Puis il y en a qui ne l'auraient pas pris, cette demande de connexion, puis c'est bien correct un samedi matin. C'est pas ça que je veux mettre en lumière. Ce que je veux mettre en lumière, c'est que la plupart du monde te dépose des choses, inconsciemment ou consciemment, qui n'est rien d'autre que d'une demande de connexion. Et souvent, on va cueillir un petit rayon de soleil qui va faire bien du bien aux deux parties. Mais parfois, il y aura des véritables pépites qui vont se créer grâce à ce moment intime de connexion, le temps d'un instant. Sage parole que j'ai envie de... sur lesquelles j'ai envie de rebondir en disant quelle belle compétence à pratiquer. Je vais Ben dire en oui, 2026 parce que on est à quelques jours de 2026. Quelle belle compétence à pratiquer en 2026 et qui, je pense, permet à l'autre de se sentir vu, reconnu, considéré, écouté. Tu sais, j'avais une question, tu sais, qui est, selon toi, c'est quoi une bonne conversation et comment on l'initie, tu sais? Mais des fois, c'est pas nécessairement juste dans l'initiation même tu sais, de la conversation, mais dans ce que l'autre va nous déposer. Donc, ça demande une compétence d'écoute en conscience, en pleine conscience aussi. Tu sais, ouais. ça demande de l'écoute, d'être en mesure de Oui, connecter profondément. ouais, ben, il y a d'ailleurs, à l'aube de 2026, parce que c'est le 30 décembre, tentez l'expérience avec n'importe quelle interaction à l'épicerie ou au Tim Hortons. Vous allez voir, les gens vont être épatés, surpris surtout, parce qu'ils sont plus habitués d'entrer en relation avec l'autre. Expérimentez-le. Vous allez voir, c'est assez capoté. Les gens sont prêts à aller beaucoup plus en profondeur et vous déposent beaucoup plus de demandes de connexion. Tu sais, les demandes de connexion, il faut quand même que je t'explique d'où ça vient, là. Ce Vas-y. principe-là, c'est John et Julie Gottman. Tu as déjà entendu parler d'eux? John Non, et Julie Gottman, c'est non. des thérapeutes de couple depuis 40 caca. Ils ont 70 et plus, les deux. C'est un couple dans la vraie vie qui ont décortiqué les pièges à éviter des couples qui fonctionnaient pas versus qui fonctionnent. Et aujourd'hui, il y a un laboratoire à Seattle qui t'invite avec ton partenaire amoureux et dans 92% des prédictions qu'ils font, ça s'avère vrai. Les Ah oui, torieux, pas de ils se trompent prédiction à rarement. savoir si ça va perdurer le couple ou pas. Ouais. Ben, personnellement, je préfère pas y aller, là, mais j'aimerais. On testera pas.
Mais non, mais j'aime bien Oui, comprendre les oui, pièges à éviter. Ils en oui, ont oui, documenté 4 oui. flagrants. Tu sais, le Les premier erreurs qui de était communication, là, les plus fréquentes, là, qui ben, coupent la ils connexion. appellent ça le pitfall d'un couple qui va pas fonctionner. Le premier, qui est un classique, qui est très répandu, c'est le contempt, c'est le mépris. Quand tu regardes l'autre avec une certaine hauteur ou un manque de respect, il parlait de la personne qui roule les yeux constamment. Peut-être que tu peux le Mm. faire une fois. Là, bon, faut nuancer mes propos. Mais à un moment donné, quand tu es dans le mépris constamment avec ton partenaire, c'est sûr que ton couple il est. Mais il y en a un qui m'a vraiment interpellé. Il l'appelait le test de l'oiseau ou la demande de connexion. Moi, je l'ai baptisé au Québec l'effet jet bleu. On Le me jet connaît bleu. pour l'effet jet bleu. C'est l'idée que tu es avec ton partenaire amoureux à la maison, tu es en train de travailler sur quelque chose qui nécessite toute ta concentration avec ton ordi à la table à cuisine, puis tu as ton partenaire qui passe par la table à cuisine et qui voit par la fenêtre un jet bleu d'une beauté suprême. Et donc, tu interpelles parce que c'est d'une très belle beauté et veut connecter avec cette beauté-là avec toi. Et donc, tu interpelles et te demandes, chérie, chérie, regarde le beau jet bleu. C'est rien d'autre qu'une demande de connexion. Est-ce qu'on est d'accord? On peut en manquer des jets bleus, hein? Et c'est une analogie. Les demandes de connexion, c'est quand ton partenaire amoureux te parle de sa journée de travail ou d'un élément qui, de ta perspective, est banal, futile, mais pas pour l'autre. Est-ce que tu es capable de retirer tes lunettes puis d'entrer en relation avec ce que l'autre te dépose? L'effet jet bleu, Marie-Pierre, c'est parce que ma femme était malade dans l'exemple que j'ai parlé Ouais, tantôt. ouais. C'est cette demande de connexion pas planifiée qui est déposée. C'est un choix de la prendre ou pas. Et l'effet jet bleu, la demande de connexion, pour moi, ça va être le muscle incontournable à cultiver dans nos rapports à l'autre en 2026. Mm. Pour plus de connexion humaine, tu parles beaucoup de comment accueillir et être à l'affût, hein, de ces demandes de Ben connexion-là. oui, Donc, être à l'affût et comment les accueillir, mais je veux dire à l'inverse, parce que là, on est comme en mode écoute, récepteur, ouais, celui qui accueille puis qui répond. Qui répond. Je trouve ça franchement intéressant parce que ça nous donne un alignement, si on veut, à suivre là, pour 2026. Mais mettons que on fait l'inverse. Comment on peut, mettons, là, je me mets dans la peau là, d'un entrepreneur en ligne qui est de plus en plus à l'affût, qui écoute, puis qui. Mais comment nous, on peut initier à notre tour? Est-ce qu'on peut jouer un rôle différent? Est-ce qu'on ben, peut bien être celui sûr. qui dépose? Ben, il faut jamais oublier que la vulnérabilité attire la vulnérabilité. C'est un muscle. Quand on l'active, l'autre a tendance à en faire autant, à son rythme, à son intensité. Il y en a qui sont plus vulnérables rapidement que d'autres. Il n'en demeure pas moins qu'en général, quand on fait un pas de danse, il y a quelqu'un qui va en faire un plus timide, plus prononcé, peu importe. Puis il y en a qui ont de la misère à être vulnérables. Puis tu sais, fait que son rythme va être beaucoup plus lent. Tu Ah. vas même avoir l'impression parfois qu'il n'a pas activé son rythme, mais il le fait, mais c'est juste à sa cadence, à son propre niveau. Fait que je pense que la meilleure manière, c'est de se montrer vulnérable en premier lieu. Quand tu es angoissé face à un livrable au client, puis tu le nommes. Quand tu dis que tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, mais que puis tu te sens stressé, mais que tu sais que tu vas le faire pareil. Ou, tu sais, dans un cadre de travail, dire que tu vis une mauvaise journée, nommer des choses, des éléphants dans la pièce, des choses qui Hmm. sont profondément dures à dire, mais qui sont importantes. Donc, si je comprends bien, faire preuve de vulnérabilité nous-mêmes d'abord pour pouvoir potentiellement accueillir cette Absolument. vulnérabilité-là, pardon, qui se crée chez l'autre, parce que comme tu dis, moi je dirais c'est contagieux. Ça peut parfois être contagieux. Pas toujours, mais ça peut être contagieux. Ben, Puis c'est comme je parce dis que souvent, chacun a son rythme, mais tu peux pas te montrer systématiquement toujours vulnérable, puis que l'autre en fasse pas, tu vas t'arrêter rapidement. Puis l'autre chose qui est importante, là, qu'on n'a pas dit, c'est si moi je montre un peu de vulnérabilité envers toi, Marie-Pierre. Par exemple, je te demande de l'aide. Puis que toi, tu réagis en la jugeant. Puis dire, hey, Chalifou, voyons donc, c'est bien facile, tu me demandes de l'aide pour ça, penses-tu que je vais aller te redemander de l'aide? C'est un exemple. Quand tu te montres vulnérable, la réaction de l'autre va déterminer la la toile suite. de fond de la confiance. Parce que
ça m'invitera plus. Si je suis en désaccord puis tu réagis à chaud, je serai plus capable d'être en désaccord avec toi. Ça vous fait penser pendant à l'aube des parties de Noël, pourquoi avec certains frères et sœurs, vous gardez certaines gênes selon le thème et pourquoi avec certains, vous vous en gardez pas. La vulnérabilité dans votre cadre très intimiste pour tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes capable d'établir selon le thème jusqu'à où vous allez aller avec chacune des personnes que vous allez côtoyer au party de Noël. Mère, frère, père. Benoît, en rafale, avant Oui. de terminer, une phrase qui ouvre plus de connexions qu'on pense. Une phrase qui ouvre plus oh, j'aime ça. J'aime poser cette question. Évidemment, il faut y amener un cadre, mais c'est une question que j'aime beaucoup. C'est, Marie-Pierre, si tu devais me partager une expérience significative qui a teinté qui tu es devant moi, laquelle serais-tu tenté de me partager? Wow! Je Puissant. l'aime beaucoup. Très introspective et surtout, ce que j'aime de cette question-là aussi, c'est que ça nous amène à revisiter notre histoire, à Qu'on fait revisiter pas un souvent. moment. Oui, exact, tout à fait. OK, génial. Une habitude relationnelle qui change tout en affaires. Une petite habitude à prendre qui peut tout changer dans nos relations en affaires. L'autodiscipline, c'est-à-dire être même autodiscipliné envers soi-même, c'est-à-dire pour moi l'autodiscipline c'est pas un geste militaire, c'est un amour propre envers soi-même parce que c'est plus facile de dire des choses puis pas de les faire, mais si tu y tiens vraiment puis c'est ancré avec tes valeurs, tes principes, ben, tu t'aimes tellement que tu es capable d'aller jusqu'au bout des choses qui sont importantes. Fait que l'autodiscipline, c'est un geste d'amour propre envers soi-même. C'est comme ça que je le vois, moi. Toi, je le vois beaucoup dans ton ancien rôle d'athlète, joueur de soccer, l'autodiscipline a Ouais, fait partie beaucoup, j'imagine, dans cette période de vie-là, ouais, de ton quotidien. ouais. Ouais, hein. Un réflexe à abandonner en 2026 si on veut connecter davantage. D'être en résonance émotionnelle et non pas en résonance rationnelle. Mmh. Donc, je dis toujours, je donne un acronyme pour valider. Tu sais, mettons, Marie-Pierre, tu m'as validé que tu voulais être en résonance émotionnelle, puis tu voulais pas être en résonance rationnelle. Ben, il faudrait éviter de relativiser. Il faudrait éviter de rationaliser. Puis il faudrait éviter euh, de dire des choses qui vont blesser ton état émotionnel. Fait que RRA, comme j'appelle, rationaliser, relativiser, amplifier la douleur. Um, Valider plus souvent qu'est-ce que l'autre veut. Si elle veut être en résonance émotionnelle, calme-toi là, mets-toi en mode écoute, puis essaie pas de trouver des pistes de solution ou de relativiser sa situation parce que sa situation est propre à elle, avec son regard, sa perspective. Est-ce que tu es capable de la découvrir? Avant-dernière question. Là, on passe de 2025 à 2026, puis on est dans un contexte souvent où est-ce qu'on va se mettre au défi. Bon, sans nécessairement dire les fameuses résolutions, mais on se dit, bon, pour l'année prochaine, j'aimerais ça, plus de ça, moins de ça. Je vais essayer de focusser là-dessus. Quel défi, toi, tu aurais le goût de lancer aux entrepreneurs en début d'année pour plus de connexion? Et là, on parle de connexion, là, tu sais, je veux dire, d'affaires, là, c'est-à-dire, quand tu parlais tantôt de connecter avec des étrangers, on parle pas de la famille proche, là, on parle de comment on fait pour davantage de connexion d'affaires en 2026. Ben, moi, je connais beaucoup les entrepreneurs. Et donc, il faut quand même les comprendre. C'est tellement courageux et tellement vulnérable d'être entrepreneur. C'est ta responsabilité d'amener des ventes, de tout. Et c'est pour ça que j'en veux pas aux entrepreneurs de parler de leurs produits et de leurs services. Mais moi, je leur donne comme défi de ne pas se laisser tenter trop tôt de pousser leurs produits et leurs services. Et vous allez voir à quel point l'autre, à un moment donné, vous allez sentir qu'il va te donner le droit d'en parler et qu'il va même activer la conversation en lien avec ça parce que vous allez avoir su entamer une véritable conversation significative. Et comme on n'est pas habitué à l'ère du temps, ben, à un moment donné, ils vont te retourner l'ascenseur puis ils vont même entamer cette conversation. C'est quand même important.
je trouve, pour créer des relations significatives dans les relations d'affaires, de découvrir l'autre un peu soit-il davantage pour mieux comprendre sa réalité terrain, ou du moins la découvrir, comprendre, c'est un petit peu un mot chargé, là. La découvrir un peu soit-il pour peut-être même envisager des pistes insoupçonnées de ce qu'il y aurait besoin que si tu n'as pas pris le temps de le découvrir, ben, tu ne serais pas capable d'y proposer. J'ai toujours dit la connexion précède l'acte, la transaction, Oui, la vente. Sans connexion, l'autre n'est pas ben, il n'est pas apte à réceptif. l'écoute, à t'écouter, à ce que tu as à proposer. Tu sais, c'est comme le prérequis. Moi, j'ai toujours Des fois, mis là, ça, prôné ça aussi. Ouais. mais des fois, je vais exagérer, là, mais souvent, il m'est arrivé avec des soumissions, faire la rencontre virtuelle 1 heure plus tard. J'ai jamais parlé de mes affaires, j'ai même oublié, on aurait accroché, on n'en a même pas parlé. Et il me revient avec une confirmation. On n'en a même pas parlé. J'ai même oublié. Fait que c'est pas. Je, je trouve juste que l'humain aime raconter ses histoires et tout ça. Et si tu es sincèrement curieux, c'est vraiment intéressant de découvrir chacune de ces histoires-là. Tu donnes des exemples de quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé d'offre, tout ça, puis tu as connecté, puis qui t'est revenu ensuite Ben pour te dire oui, hey, c'est lui qui va te demander ou c'est elle qui va te demander, tu sais, je veux continuer, tu sais, qu'est-ce que tu peux m'offrir, tu sais. Ça me fait penser à, ben, la voisine, tu sais, elle parle assez rarement de ses offres, assez rarement, puis quand je le fais, c'est toujours au compte-gouttes, puis je suis toujours agréablement surprise. Surprise et pas surprise parce que je comprends le processus, tu sais, de voir que les places se complètent toujours à 100%, que les gens embarquent, puis je me dis, aïe aïe, la preuve, tu sais, la preuve vivante qu'on n'a pas besoin de talonner puis de toujours être en mode auto-promo. Quand tu connectes suffisamment fort, moi, c'est la réponse que ça me donne. La réponse, c'est que ben, j'ai connecté suffisamment fort avec ces gens-là, d'abord et avant tout, que la journée où j'arrive en disant, hey, il y a quelque chose qui arrive, ben, mes places se comblent, puis les gens embarquent. ouais, Tu sais, fait que exactement. ça, c'est le fun parce qu'ils ont envie de poursuivre cette connexion-là, tu sais. C'est vraiment ma vision de la chose aussi. Fait que je partage ça à 100%. Benoît, Cool. Benoît, tu sais, on pourrait continuer là-dessus, mon Dieu, tellement d'heures. Mais là, les auditeurs là, qui voudraient connecter avec toi, qui voudraient poursuivre la conversation, où tu aimerais les diriger? C'est où le meilleur endroit pour. Tu as parlé de LinkedIn N'importe tantôt. quoi, là. Tu es actif là? LinkedIn, j'aime bien LinkedIn, c'est un peu plus. Mais sinon, Instagram. J'ai pas TikTok parce que TikTok, pour moi, je lis trop les recherches sur la consommation de TikTok. Hey, un ado, j'ai lu ça dans un moment, Québec, 16 ans, il est 6 heures en moyenne s'il n'y a pas un paramètre adulte derrière son utilisation. Fait que, bref, C'est cherchez. addictif. Cherchez pas Benoît sur TikTok. Moi Non, non je plus, je suis suis pas pas là. là. Fait que, puis je veux pas me faire lancer les tomates de ceux qui l'utilisent comme il faut, là, c'est pas ça, mais c'est juste. Fait que LinkedIn ou sur mon site web, là, j'ai un site web. Parfait. Fait que Benoît Chef. je vais mettre tous les liens, en fait, pour connecter avec toi dans les notes de l'épisode. Benoît, t'avais-tu un petit cadeau surprise Oui, ben écoute, potentiel? ouais, on va faire tirer un livre à quelqu'un, le bouquin que tu as lu au Nouveau-Brunswick. On va le Oui. faire tirer de la manière que tu le souhaites. Et moi, je vais faire une dédicace et il sera parti par la poste. Yes. Hey, c'est wow. Comment bien débuter l'année avec une lecture? Être à son meilleur, le super pouvoir des habiletés relationnelles de Benoît Chalifoux. Pour vrai, c'est un livre. Pour vrai, Benoît, là, c'est un livre je te dirais pas qui a changé ma vie, mais dans le sens où qui a eu une grande puissance à un moment donné, un moment significatif. Tiens, je pourrais répondre à ta question de Ah, tantôt. voilà. Quand j'ai lu ton livre sur la plage au Merci. Nouveau-Brunswick, je le recommande à tous. Ça change, ça peut changer une vision, une façon de faire prendre conscience à beaucoup d'entrepreneurs. Donc, moi, j'ai envie de lancer l'invitation aux auditeurs de tout simplement commenter finalement, commenter que ce soit sur la plateforme de podcast où tu écoutes cet épisode-là, que ce soit sur YouTube ou sur les médias sociaux, finalement, commenter qu'est-ce que tu retires de cet épisode-là Ben avec, oui. avec Puis Benoît rentre en Chalifoux. relation avec moi. J'adore avoir les commentaires, les feedbacks, les nuances, les articles, les éléments qui pourraient me faire réfléchir plus haut, plus loin. Le mot nuance, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais que j'apprécie particulièrement. Ben, écoute, tout en nuances,
Allez commenter. Puis parmi tous les commentaires, il y aura une personne qui remportera ce merveilleux livre. Merci Benoît d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci pour ta présence, ta générosité, la clarté avec laquelle aussi tu rappelles à quel point la qualité de nos relations est au cœur de tout. La qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie, j'en suis convaincu. C'est si bien dit. Et je rappelle que cet épisode, c'est le dernier épisode de l'année. Donc, ça conclut la saison 3 du podcast À ta couleur. Je trouvais que c'était une conversation parfaite pour fermer le chapitre, ouvrir le prochain avec plus de conscience, plus d'écoute, plus d'humanité. Donc, j'espère que cet échange va t'accompagner vers la nouvelle année. Je te souhaite une belle année, Benoît. Belle année 2026. Quoi de même? Remplie de relations nourrissantes, de conversations profondes. Bonne année. Merci encore. On se retrouve l'année prochaine pour la saison 4 d'À ta couleur. Salut! Bye. Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, la voisine pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.